J'ai longtemps été nostalgique en regardant cette image. Des terrasses de café, des marchands, des enfants qui jouent dans la rue, tout ça qui se mélange. Des gens qui regardent la scène urbaine au balcon et non pas devant leur télé. Puis je regardais nos villes et réalisais qu'on n'en était plus du tout là. Ça m'attristait, mais après 5 années, à avoir travaillé avec des gens exceptionnels, à avoir eu la chance de travailler sur des projets de revitalisation urbaine, aujourd'hui j'ai espoir que ma fille va un jour pouvoir vivre dans une ville avec autant d'effervescence. Et je suis ici aujourd'hui pour vous partager l'espoir que j'ai retrouvé et pour vous démontrer comment il serait possible de revitaliser à grandeur nos villes sans injecter davantage de fonds publics. Voici dans quel cadre on travaille tous aujourd'hui dans nos villes. On travaille dans des villes qui ont donné carte blanche à l'automobile, où on a transformé des milieux de vie en des milieux de transit, où il fallait accéder rapidement au centre-ville en automobile, mais on a oublié d'avoir des centres-villes. Aujourd'hui, le grand défi, c'est de les reconstruire, de redonner à la population les bords de rivières. Les villes s'attaquent à ce grand défi à coups de grands projets urbains d'intérêt général. Mais il y a une échelle que ces grands projets de rénovation urbaine n'est pas capable d'adresser, ou en tout cas d'adresser beaucoup plus difficilement, c'est la notion de revitalisation, comme dans redonner la vie. Qu'est-ce qui donne la vie? C'est les gens, le quotidien, les dynamiques économiques, sociales, culturelles, les échanges. Ça se passe dans l'humain, ça ne se passe pas dans le pavé. Un très bon exemple qu'on a tendance d'utiliser, c'est Berlin. Berlin, qui est un cas extrême d'une ville qui a dû entièrement se reconstruire après la chute du mur. Ce que la ville a fait, c'est reconstruire, à coups de grands projets, une image de métropole qu'elle avait perdue. Mais le défi était tellement grand, il y avait tellement d'espaces vacants, que la ville s'est juste ouverte aux habitants, puis chaque petit projet était le bienvenu. Un espace délaissé posait des problèmes de sécurité. Un espace délaissé qui était pris en main par un habitant, par un entrepreneur, devenait une étincelle de vie, devenait une opportunité. Et à grandeur, tous ces petits projets ont redessiné une image d'une ville qui est l'image que tout le monde a envie de Berlin actuellement. C'est une ville qui a été reconstruite par sa population, c'est une ville qui est même reconstruite par ses enfants. C'est un parc de quartier à Berlin. Imaginez un peu vos enfants qui, toute la semaine, rêvent d'être le week-end pour pouvoir aller construire leur cabane dans leur parc. C'est les futurs citoyens qui seront impliqués dans nos villes. Imaginez ce que ça leur apporte du point de vue de la formation, de l'ouverture, de la créativité, de l'espoir. C'est un peu avec cet espoir puis ce regard d'enfant que je suis arrivé à Montréal il y a 5 ans et que j'ai vu un grand terrain d'opportunité. Montréal est une ville très créative qui a envie de créer, qui est une ville qui s'ouvre à tout petit projet parce que c'est une ville qui sait qu'elle a des problèmes de vitalisation dans certains espaces. Je suis tombé totalement amoureux du canal de la Chine, de ces espaces post-industriels sous-exploités. Et puis, à un moment, j'ai juste voulu y faire quelque chose avec une association de designers. On a pris le site que vous voyez au milieu de l'écran. Puis, le temps d'une journée, on a fait venir tout le monde qu'on connaissait. On a fait un appel à projet dans nos amis d'amis d'amis. Puis, on a fait venir une vingtaine de designers qui, chacun, ont construit un petit morceau de cet espace. On a fait venir des food trucks, on a ouvert un bar. Et puis, tout ça avait une allure un peu... ça partait dans tous les sens. C'était pas forcément magnifique, mais il y avait une énergie incroyable. Et en fait, on a réalisé que cette énergie était faite parce qu'on était une vraie communauté, des amis d'amis d'amis, qui avaient contribué à construire un lieu et qui s'étaient rendus compte que même avec des efforts presque très petits, on était capable de reconstruire cette image, de se réapproprier les lieux. Ce qui était une expérience de simplement une journée, dans laquelle on a investi 10 000 $ qui ont été refinancés par la vente d'alcool. Donc, aucun fonds public n'ont été injectés. On s'est dit, on l'a fait vivre à la communauté du design, on voudrait le faire vivre à la population. Donc, on a pris un autre site en ville sur lequel on pouvait rester 2 mois. Puis, à bras-le-corps, on a fait vivre ce site pendant 2 mois, avec une activité culturelle
avec toutes sortes de journées. Et finalement, un projet qui a coûté des coûts faramineux à notre échelle. On n'aurait jamais pensé que ce projet coûterait 150 000 $. Il a coûté que 10 000 $ de fonds publics, une maigre subvention qu'on a eue, et on a été capable de lever 150 000 $. Totalement autofinancé, personne n'a perdu ses maisons dans l'équation. On a été capable d'accueillir 35 000 visiteurs et de vraiment offrir à la population ce lieu. La population venait dans les lieux et ça nous a permis de grandir de manière organique. L'année d'après, on est revenu encore plus longtemps, un projet encore 2 fois plus coûteux, 2 fois plus de visiteurs, 10 fois plus de sable. On donne à la population ce qu'elle veut. Et puis, au-delà de l'aménagement, on s'est rendu compte qu'on avait comblé un manque. Des comparaisons avec Berlin ressortaient souvent parce que les gens venaient et ressentaient un sentiment de liberté dans ces lieux. C'était une autre manière d'occuper l'espace public. On avait créé un espace public alternatif où on avait défini nos propres règles, qui étaient en fait l'absence de règles. On a tellement l'habitude dans l'espace public de se balader avec un verre à la main de manière illégale, de trouver difficilement des lieux où nos enfants peuvent s'amuser, et nous aussi, où on peut amener nos chiens. Et en fait, en l'absence de règles, on avait créé un lieu où simplement les gens respectaient le lieu, les gens se l'appropriaient avec une énergie, avec une liberté. Même les adultes devenaient des grands enfants. Et les enfants eux-mêmes utilisaient des choses qui n'avaient pas du tout été conçues comme des jeux pour en faire des jeux. C'est l'appropriation de tous qui a donné vie à ce lieu. Et petite anecdote, c'est que la police nous a dit que c'était un lieu qui posait des graves problèmes de délinquance avant. On est arrivé dans le lieu, on a effacé toutes les règles, et ils nous ont dit que depuis 2 ans qu'on était là, ils n'avaient plus aucun problème, ils ne venaient plus jamais. Quand ils venaient, c'était pour profiter de la plage. Et au-delà de ça, collectivement, parce que tous les projets que je vais vous montrer ont été faits avec énormément d'intervenants, collectivement, on a redonné espoir à la population. Un mot qui ressort énormément ces temps-ci à Montréal, c'est les possibles, rêver les possibles. Comment on avait été capable de démontrer qu'on pouvait à nouveau faire des projets. On pouvait faire plein de petits projets avec peu de moyens, et avant tout des projets qui se passent maintenant, pas dans 5 ans. Les villes font des grands projets de rénovation nécessaires à grands coûts, à grand budget. Nous, on n'a pas de budget, mais on fait des lieux dans lesquels on veut être. En l'absence de budget, de la contrainte naît la créativité. On fait plus avec moins. On ne s'attaque pas à des choses faramineuses. On met des lampes dans les airs. Ce plafond lumineux a peut-être coûté 200 $ et a créé un événement. Les gens regardaient en l'air. On était contents que les gens regardent en l'air parce qu'au sol, c'était de l'asphalte, c'est pas beau, mais ils regardaient en l'air, ils étaient heureux. C'est avec cette idée de simplement venir dans les lieux et de les approprier, de les humaniser, qu'on s'est aussi attaqué à cette ruelle, sale, malodorante, avec des problèmes de délinquance, et on est simplement venu l'approprier avec des éléments très simples, des bacs de plantation, des lumières, Ikea. Et c'est drôle parce que le jour où on a inauguré ce lieu, il y a une dame qui faisait son trajet quotidien, qui à un moment s'est retrouvée face à moi, m'a presque heurté, puis a fait « Oh mon Dieu, je me suis trompé de chemin ». Elle passait là tous les jours. Mais là, elle s'est rendue compte que le lieu ressemblait plus du tout. Elle n'aurait jamais pu penser que ce lieu, avec si peu de moyens, redevienne humain. Pour le prix d'une étude de marché, on est capable de construire le marché. Et c'est drôle parce qu'on est arrivé dans ce quartier, puis on s'est rendu compte que depuis 5 ans, il y a des groupes communautaires. C'est un quartier qui a des gros problèmes de sécurité alimentaire. Il n'y a pas de supermarché, d'accessibilité de produits frais à 1 km à la ronde, alors que les premières terres agricoles sont à 2 km au nord. Ça faisait 5 ans que des organismes communautaires faisaient des marchés, des petits marchés dans leur coin, essayaient de développer ce discours sur la sécurité alimentaire. L'arrondissement aussi y pensait. Puis, ce projet s'est juste fait. Il était là, c'est un projet pilote, il était là pour 1 an, et finalement, là, on parle de le garder pour les 5 prochaines années. On avait nos bureaux dans l'atelier de cet artiste dont vous voyez les sculptures. Puis un jour, cet artiste cherchait un endroit pour exposer ses œuvres, comme un artiste qui aurait des tableaux, puis qui les exposerait dans un café pour se donner une vitrine, puis les vendre. Puis il a réalisé,
On a un parc linéaire devant notre atelier qui fait 1 kilomètre de long. Il a appelé l'arrondissement, puis il leur a proposé de juste exposer ses œuvres dans le parc. Ce parc linéaire d'1 kilomètre de long, qui était principalement un lieu de transit, est devenu une grande galerie à ciel ouvert, simplement par un échange de bons procédés. On est intervenu dans ce projet pour emphaser cette dynamique et faire sortir la créativité qu'il y avait dans ces ateliers d'artistes pour venir offrir à la population un lieu pour se rencontrer. Et c'est devenu simplement parce que la ville a donné le terrain, un lieu d'expression et de rencontre pour la communauté locale. Un lieu qui résume très bien toute cette démarche, c'est la place Émile-Gamelin, sur laquelle on a eu la chance de développer une vision. Dans les années 70, c'était un grand stationnement. 10 ans après, pour l'anniversaire de la ville de Montréal, ils ont rénové pour en faire une nouvelle place publique. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu un effort de revitalisation. Pendant 20 ans, la place a été abandonnée et est devenue un repère pour la délinquance, le trafic de drogue et l'itinérance, les sans-abri. Quand on est arrivé dans le projet, on a regardé autour, puis on s'est dit, c'est drôle, il y a plein de créativité, de choses qui se passent, d'interventions, d'organismes qui gravitent autour de cette place, mais ça n'a pas d'impact sur la place. En fait, à part l'université, les étudiants qui utilisaient la place pour manifester, ben là, ils ont juste utilisé la place pour s'exprimer, pour expérimenter. Les organismes locaux qui, depuis des années, faisaient des grands champs d'agriculture urbaine, on les a fait venir sur la place, puis ils ont planté 500 mètres carrés de légumes. La grande bibliothèque s'est juste ouverte sur la place pour venir faire des conférences. Le quartier latin, avec une ambiance festive, a percolé sur le lieu et c'est devenu un lieu festif. Les bureaux, 20 000 travailleurs autour, utilisaient la place pour aller luncher le midi. Et ce qui était avant un espace relativement délaissé, avec des problèmes, est devenu un lieu d'effervescence et un vrai repère pour la communauté. C'est un lieu qui a vécu parce qu'il y avait une âme dans ce lieu qui était notamment tenue par cette jardinière qui était là à temps plein et qui parlait avec la population pour leur expliquer comment planter, qui transmettait, qui parlait aux sans-abri, qui montrait aux sans-abri comment planter et comment récolter les fruits qu'ils avaient plantés. Les sans-abri, qui avant étaient vus comme un problème pour la ville, sont devenus une part de la solution parce que la nuit, en dormant sur le site, ils regardaient le potager, ils protégeaient le potager qu'ils avaient planté. C'est aussi devenu un lieu de fierté parce que le gérant du parc était lui-même un ancien sans-abri. Et il parlait avec cette population. C'est ces gens-là qui font l'âme du lieu. Ça, c'est un marché qui était tenu par l'université qui était à côté. Donc, ils ont utilisé cette vitrine pour pouvoir apprendre, expérimenter, s'ouvrir au grand public. Et en même temps, c'est un quartier qui a besoin d'avoir des accès aux produits frais. On est encore dans une démarche donnant-donnant. Et c'était un grand lieu de rencontre, de communion collective. Ça, c'est le karaoké qui se tenait tous les dimanches. Il y avait autant des hipsters que des sans-abri, que des gens qui venaient d'arriver de l'aéroport. Et tout le monde se mélangeait dans juste un esprit de partage. Puis le karaoké, c'est quand même un programme qui ne coûte pas cher à mettre en place. C'est les gens, c'est le public qui fait le spectacle. Ce qui est le plus important, c'est que chaque site qui est délaissé en ville a un potentiel économique. Ce qui fait que ces projets peuvent fonctionner avec si peu d'investissement public, c'est parce qu'on est capable de venir y mettre une activité économique. Cette terrasse, en fait, est un café, bar, restaurant qui permet de financer une partie des aménagements. Notre projet de plage au pied du pont Jacques-Cartier est financé à plus de 85% par le bar. C'est comme une taxe à la source. Si vous venez, si vous aimez le lieu, vous faites grandir le lieu. On diversifie les activités économiques avec des marchés qui permettent aussi de mettre en valeur des micro-entrepreneurs. Maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi j'ai espoir qu'on puisse revitaliser à grandeur la ville? C'est parce qu'on a pensé qu'il y a toutes sortes de lois de pourcentage qui sont utilisées pour compenser des choses. La taxe carbone, le 1% en art public. Pourquoi on ne parlerait pas d'un 1% de revitalisation urbaine? Pourquoi chaque grand projet de rénovation urbaine n'aiderait pas à financer une multitude de petits projets de revitalisation urbaine? Un exemple, un grand projet d'une échelle de 50 millions. On parle souvent d'échelle en dizaines de millions pour les grands projets de rénovation. On fait une réduction de 1%. 1% du coût de ce projet, ce qui permet de faire une économie de 500 000 $ et d'investir dans 10 petits projets de revitalisation urbaine. Si on l'applique à la ville, voici une ville, voici 3 grands projets de rénovation urbaine d'une échelle de 50 millions de $, et voici tous les petits projets de revitalisation urbaine que ça peut créer grâce à ce 1% d'investissement en revitalisation urbaine. Et
la grande image de la ville, la complémentarité entre ces deux permet de faire la grande revitalisation, d'atteindre notre objectif de renforcer les identités de quartier, de créer des vitrines culturelles et de faire une ville bâtie par et pour ses habitants. Et c'est dans cette ville que j'espère que ma fille va grandir.